Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition des rencontres de la filière du véhicule industriel et urbain. Vous êtes nombreux aujourd'hui à venir des quatre coins de l'Europe, donc de France mais aussi d'Europe, ce qui en fait aujourd'hui par votre présence que Lyon est aujourd'hui la capitale européenne du véhicule industriel et urbain. Nous avons un programme très chargé cet après-midi en conférence, en thème et également en information, vous le verrez donc d'ici 19h, avec 3 tables rondes, on y reviendra dans un instant. Mais je vous propose dans un premier temps d'accueillir le président de Solutrans et également l'initiateur de ces rencontres de la filière du véhicule industriel, Patrick Cholton. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. C'est tous les 2 ans, mais ça passe tellement vite et c'est tellement long en même temps. Je vous rappelle juste comment est né les rencontres de la filière. En 2017, le salon Solutrans avait fait une très belle édition et on se dit 2 ans plus tard, c'est très long. Il fallait trouver quelque chose entre 2 éditions. Et ce quelque chose entre guillemets aujourd'hui, c'est devenu les rencontres de la filière. C'est une rencontre un petit peu une sorte de Davos de la filière où se rencontrent les plus grands spécialistes. Et ça, c'est important pour nous, c'est important pour la filière. On a pu le voir déjà ce matin avec la visite de Symbio qui était magnifique. Encore une fois, Philippe, je t'en remercie. Ça fait beaucoup d'heureux. Aujourd'hui, dans la salle, vous représentez l'ensemble de la filière. Il y a des constructeurs VI, des constructeurs VUL, des équipementiers, des énergéticiens. Il y a des loueurs, il y a des fédérations de transporteurs, il y a des assureurs, il y a des banquiers. Enfin, toute la profession est présente aujourd'hui lors de ces rencontres de la filière. Donc, je voudrais vous en remercier. Je ne vais pas faire un long discours parce qu'on a 20 minutes de retard. Je suis le maître de l'horloge, donc je vais me faire tirer les oreilles. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je remercie Hervé qui est là présent. Ça fait des mois qu'il travaille avec eux. Je vous remercie véritablement pour le travail que vous avez fait en amont. Et on va voir ce que ça va donner, mais il y a du très lourd cet après-midi. Je voudrais remercier également les journalistes qui sont présents dans la salle, remercier également tous nos partenaires avec notre partenaire premium, bien sûr Michelin, on y reviendra tout à l'heure, sans oublier l'ensemble des partenaires, ils sont ici, vous les voyez, Vinci, l'Aftral, la métropole de Lyon, Comexposium, Eurexpo également. Ce sont tous des partenaires fidèles qui nous aident à faire des rencontres de la filière un véritable succès et qui vont faire que Solutrans 2025 soit encore supérieur à Solutrans 2023. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que j'ai oublié personne. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Vous allez voir, c'est excellent comme programme. Je vais demander à Marc Mortureux, le directeur général de la PFA, de nous rejoindre, qui est un de nos partenaires également, avec lequel on travaille énormément. Donc Marc, c'est à toi et bon après-midi à tous. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je dirige la plateforme La Filière Automobile et je tiens à saluer Patrick, toutes ses équipes et le fait qu'on travaille beaucoup ensemble. Je crois qu'on est dans une époque où le collectif est absolument essentiel si on veut réussir dans ces périodes plus qu'agitées, à la fois les véhicules légers, véhicules particuliers, VUL, véhicules industriels. On est tous embarqués dans cette transition et il faut réussir. Et d'ailleurs, on a plein de points communs puisque tu organises les rencontres de la filière et Solutrans et nous organisons le Mondial de l'Auto qui a lieu la semaine prochaine et on sera très heureux de vous y accueillir pour celles et ceux qui seront disponibles puisque ça se présente très bien. Là aussi, on retrouve des éditions avec une présence très nombreuse de constructeurs du monde entier. On en est ravis et c'est un moment important, je crois, ces moments comme Solutrans, rencontre de la filière et nous, des journées de la filière en alternance. Donc voilà, on a des points communs. Ce que je voudrais dire, on est dans une actualité très chargée et honnêtement une rentrée difficile pour le contexte économique qui n'est pas extrêmement porteur, pour le contexte projet de loi de finances que nous connaîtrons officiellement ce soir, mais qui malheureusement risque de comporter beaucoup de dispositions qui vont nous interpeller beaucoup quant à la poursuite de l'accompagnement dont nous avons besoin les uns et les autres pour réussir cette transition énergétique en particulier que nous avons tous engagée.
Je pense que dans ces périodes, la première des choses, c'est quand même de tenir un cap. Hein. En temps difficile, il faut malgré tout garder une boussole, mais en même temps faire preuve de pragmatisme. Hein. Et c'est pour ça que je crois qu'on a besoin d'avoir ces lieux de rencontre, hein, de discuter ensemble, de voir comment on peut, tout en gardant le cap, bien adapter les choses, hein, pour pouvoir trouver les conditions effectivement de réussite, hein, de ces trajectoires. C'est clair que je pense qu'on est, que ce soit pour les véhicules industriels, que ce soit pour les véhicules légers, une des filières la plus engagée de façon concrète, hein, dans cette transition. Je dirais c'est notre responsabilité, c'est un engagement, hein, de toute façon pour aussi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça fait partie évidemment de nos responsabilités. On a à plaider, je pense que les tables rondes de cet après-midi vont le montrer, sur la nécessité de préserver une certaine diversité d'approches technologiques pour pouvoir effectivement réussir, hein, cette transition, tout en mettant évidemment fortement l'accent sur les véhicules dits zéro émission à l'usage, parce que c'est malgré tout le seul moyen, hein, de réduire radicalement, hein, les émissions de CO2. Donc il faut qu'on réussisse à créer les conditions pour atteindre, hein, les objectifs qui ont été fixés. Donc beaucoup de défis, hein, à relever. Sachez qu'on sera présent. Nous travaillons d'ailleurs étroitement avec la FFC, aussi sur tous les enjeux réglementaires, l'accompagnement dans les échanges avec les pouvoirs publics. Je pense que c'est très important de garder le dialogue, de construire, hein, de documenter, disons, les différents sujets. Ça ne manque pas. Et puis je finirai par l'Europe aussi, hein, bien entendu. On a aujourd'hui une nouvelle Commission européenne, un nouveau Parlement européen. On a le sentiment qu'il y a une volonté d'une attention peut-être plus forte que lors du précédent mandat, en termes de stratégie industrielle, aussi d'enjeux de compétitivité, qui n'est pas un gros mot. Je pense que c'est un vrai sujet qu'on a à traiter. Donc on va aussi, de concert, tous ensemble, agir, hein, pour essayer de porter une voix au niveau européen, parce que je crois que c'est quand même aussi beaucoup à cette échelle-là qu'on pourra réussir. Donc merci beaucoup de m'avoir invité, ravi d'être avec vous cet après-midi, et je ne serai pas plus long pour laisser la place aux tables rondes. Merci beaucoup. Marc. Merci. Alors on le disait, donc une après-midi riche en thèmes, donc cet après-midi à travers les tables rondes. Je vous propose de voir tout de suite en images justement les principaux thèmes qu'on va aborder avec nos invités tout de suite, donc en vidéo. L'adoption de véhicules zéro émission, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement de systèmes de transport efficaces et durables sont essentiels. Le mix énergétique joue un rôle crucial dans la transition vers une mobilité respectueuse de l'environnement. La décarbonation se discute et se décide à Bruxelles. Aujourd'hui, lois et réglementations l'encadrent, fixant des critères et des objectifs. Les poids et les dimensions évoluent. On repense le poids lourd pour qu'il puisse accueillir les nouvelles énergies. Pour favoriser une transition efficace, des incitations fiscales et des investissements dans les infrastructures de recharge sont indispensables. L'hydrogène émerge comme une source d'énergie pour les véhicules. Cette transition concerne également les poids lourds et les véhicules utilitaires pour lesquels les constructeurs ont développé des prototypes. Des entreprises et start-up spécialisées dans la combustion de l'hydrogène, la fabrication de piles à combustible, ainsi que dans la mise en place d'infrastructures, sont de plus en plus nombreuses. Malgré les avancées dans les technologies des véhicules électriques et autres alternatives écologiques, les moteurs à combustion interne restent une composante essentielle. Ils présentent encore de nombreux avantages, notamment en termes de coût et de disponibilité. Les constructeurs et motoristes continuent à investir dans le développement de nouvelles générations de moteurs thermiques. Des avancées significatives ont été réalisées pour la future norme Euro 7. Le moteur thermique n'est pas encore prêt à être relégué au passé. L'intelligence artificielle a franchi d'importantes étapes dans le secteur du transport et de la logistique, touchant divers aspects tels que la gestion des flottes,
la maintenance prédictive et les véhicules autonomes. Son intégration vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts. Cependant, cette évolution soulève également des préoccupations relatives à la protection des données et à l'impact sur l'emploi. Les rencontres de la filière du véhicule industriel et urbain 2024. Énergie-climat, ambitieux ensemble. Donc, vous le voyez, donc un programme riche avec les différents thèmes. Je vous propose de commencer avec la première table ronde, donc sur l'hydrogène, potentiel et défi d'une véritable révolution verte. Ah, il n'y a pas de jingle, je pensais. Voilà, l'hydrogène, donc premier thème qu'on va développer avec nos invités dans un instant. L'hydrogène, vous le savez, qui occupe une place de plus en plus importante dans les débats, surtout sur l'énergie et la transition écologique. On peut dire qu'il y a une dynamique autour de l'hydrogène qui semble désormais bien enclenchée un peu partout, donc en Europe, mais également à travers le monde. Mais des questions se posent. Est-ce que l'hydrogène est-il vraiment la solution miracle qu'on nous promet, ou une fausse piste, et un rêve ou une réalité en devenir ? Doit-on parler de révolution verte ? En tout cas, nous proposons d'en débattre avec nos premiers invités. Et je vais demander donc à Philippe Rosier, président de Symbio, et Philippe Boucly, président de France Hydrogène, de venir me rejoindre sur scène. Messieurs, bonjour. Bonjour Hervé. Bienvenue en tout cas pour ouvrir ces rencontres, puisque c'est la première table ronde. Philippe Rosier, je vais commencer par vous, donc président de Symbio, nous le savons. La Gigafactory de Symbio que certains ont pu visiter ce matin, d'ailleurs on vous remercie pour cette visite qui a été apparemment très riche également, donc est le plus grand site aujourd'hui donc européen intégré pour la production de piles à combustible à hydrogène. Elle a été inaugurée donc fin 2023. Si vous deviez tirer un premier bilan pratiquement à un an? Alors bonjour à tous. Effectivement, cette usine a été inaugurée début décembre. C'est une construction qui s'est faite à marche forcée, puisque le premier coup de pioche était fin 2021. Nous sommes implantés dans la vallée de la Chimie, dans un environnement où on a déjà pas mal d'hydrogène autour de nous. Le démarrage se fait vraiment en ce moment. J'ai un peu honte d'ailleurs d'être aujourd'hui parmi vous alors que les équipes se débattent dans le démarrage sur le site. Pour nous, l'enjeu de ce démarrage, il est sous trois aspects. D'abord, démontrer que la technologie est prête. Cette technologie, vous savez, elle existe depuis très longtemps, la pile à combustible. L'enjeu pour nous, c'était de la rendre beaucoup plus compacte pour qu'elle rentre sous le capot d'une voiture. Et puis, évidemment, à un prix abordable. Quand je suis arrivé chez Symbio il y a à peu près 4 ans, les prix d'un système, c'était 50 à 100 000 euros. Aujourd'hui, on est à 10 000 euros. Et les enjeux pour 2030, c'est d'être à 5 000 euros du système. Donc ça, c'est le premier sujet, le rendre disponible industriellement. Et on est en train de démontrer que c'est possible. Le deuxièmement, c'est de construire, en lien avec ce déploiement industriel, toute une filière de fournisseurs. Là aussi, il y a 4 ans, 80% des composants étaient chinois. Depuis, on a fait un gros travail et je remercie tous les partenaires fournisseurs qui sont dans la salle aujourd'hui pour, disons, européaniser tous ces composants. Il y en a une quarantaine qui sont en France, une trentaine en Europe. Et le troisième enjeu, c'est les équipes, c'est construire aussi des talents. On a pris la décision de lancer un centre de formation, la Symbio Academy, pour former nos collaborateurs. On était 100 il y a 4 ans, aujourd'hui on est 700 collaborateurs. Donc là aussi, les choses avancent vite. Alors prenons l'exemple par exemple des plaques bipolaires qui composent justement la pile, qui est fabriquée sur le site.
Est-ce qu'on peut parler d'une production 100% française? Est-ce que justement l'idée c'est de relancer l'industrialisation dans ce domaine et de ne pas dépendre en fait de l'Asie, notamment de la Chine? Oui, alors une pile à combustible, c'est essentiellement un millefeuille de 2 composants, des membranes catalysées où se fait la réaction électrochimique et des plaques bipolaires qui conduisent les gaz et qui aussi ont vocation à éliminer la chaleur qui est coproduite dans nos systèmes. Symbio a pris la décision dès le départ de s'intégrer sur ces 2 composants critiques. La membrane catalysée est faite sur notre site de Saint-Fond. Pour la plaque bipolaire, on a choisi une option de production avec un partenaire qui est Schaeffler, sur un site qu'on a construit en parallèle de notre site de Saint-Fond, qui est à Haguenau, en Alsace, et qui commence à fournir également les premières plaques. C'est une technologie très industrialisée, mais très sophistiquée, avec des systèmes d'emboutissage pour des plaques qui sont extrêmement fines, et puis un coating PVD. Tout ça, c'est en place et ça fonctionne depuis quelques mois. Alors, vous dotez pour l'instant les véhicules utilitaires Stellantis de cette pile. Stellantis, qui est d'ailleurs entre autres actionnaire avec Michelin et Forvia. Vous envisagez d'ouvrir justement la production à d'autres marques et aussi aux poids lourds, parce qu'on parlait d'utilitaires? Oui, alors toutes les marques possibles, on envisage le développement. En revanche, on a fait un choix stratégique qui est lié à notre vision du déploiement des stations publiques, de commencer par des flottes qui rentrent à la base le soir et qui peuvent démarrer avec des stations dédiées. Donc certaines flottes utilitaires rentrent dans cette catégorie, les cars, certaines flottes off-road également. Donc ça, c'est notre point de démarrage, c'est l'objet de cette première usine sur des piles de taille de puissance moyenne, 40 à 75 kW. La phase d'après, et donc la seconde usine, sont des piles de 150-300 kW qui sont adaptées plutôt à des poids lourds ou des véhicules particuliers. Pour nous, ce go-to-market, c'est 2028-2030, quand on pense, en tout cas on espère, que le réseau de stations publiques aura commencé à se développer. Alors vous avez présenté il y a, je crois, quelques mois un prototype poids lourd hydrogène donc en Amérique du Nord, aux États-Unis. Est-ce que vous prévoyez de présenter, lancer un prototype poids lourd également hydrogène en France, en Europe? Oui, absolument. Donc on y travaille. On y travaille. Donc poids lourd, c'est un 300 kW. C'est disons la puissance maxi de nos systèmes. On y travaille avec des partenaires, c'est encore confidentiel, mais vous pouvez déjà le voir en avance de phase, puisqu'on est l'un des membres de l'association sur Mission H24, la voiture prototype au Mans, hydrogène, on a révélé la nouvelle voiture à la course de cette année. Et ce véhicule dispose d'un moteur 300 kW, un peu adapté, mais qui précède le développement en grande série. Donc les premiers pilotes poids lourds, pour nous, ça va commencer l'année prochaine. Pour Solutrans. Pourquoi pas. Alors on sait que les énergies évoluent très très rapidement, notamment dans ce domaine. Vous parliez donc de l'académie, mais également vous avez naturellement un centre de recherche. À quoi va ressembler la pile à combustible de demain? Dans un futur proche, peut-être. Voilà, donc la pile à combustible, si je caricature, le travail des 40 dernières années, ça a été d'abord de la rendre compacte. Pour ceux qui ont visité le site ce matin, c'est assez spectaculaire de voir que finalement, dans le même emplacement, il y a 5 ans, on mettait 40 kW et dès l'année prochaine, on mettra 150 kW. Et ça va bien sûr continuer. Donc ça, c'est un gros sujet. Deuxième sujet, je l'ai dit, le prix. On est sur une course économique pour amener le plus vite possible une solution à un TCO acceptable sur l'hydrogène. Alors bien sûr, on n'est pas les seuls dans cette course. Il y a les réservoirs, il y a le prix de l'hydrogène décarboné.
Le troisième sujet pour nous, c'est lié à l'autonomie, en tout cas notre responsabilité sur l'autonomie, qui est l'efficience du système. On est aujourd'hui à une efficience nette de l'ordre de 52%, donc nettement supérieure à un moteur thermique, mais on cherche à l'amener d'ici à 2030 à peu près 60%. C'est directement proportionnel à l'autonomie des véhicules. Philippe Boucly, alors, on disait qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont liés à l'hydrogène, hein, que ce soit les constructeurs, équipementiers ou énergéticiens. Est-ce qu'on peut parler je connais la réponse, mais est-ce qu'on peut parler d'une véritable filière hydrogène? Alors en France, on le voit du point de vue industriel, mais également constructeur, en France et en Europe. Est-ce qu'au fil du temps, cette filière se met en place? Bonjour à toutes et à tous. Oui, ce qui caractérise, mais vous l'avez dit dans votre introduction, ce qui caractérise l'hydrogène et la filière hydrogène partout dans le monde, c'est son dynamisme. Donc effectivement, actuellement dans le monde, vous avez plus de 70 pays qui ont une stratégie ou une feuille de route à des degrés divers. Certaines sont assez rudimentaires et d'autres sont très, très élaborées. Les acteurs s'organisent. Au niveau mondial, vous avez l'Hydrogen Council, créé à l'initiative d'Air Liquide et Toyota en 2017 à Davos. Ils étaient 13, actuellement ils sont plus de 150. Donc vous voyez le chemin qui a été parcouru. Au niveau européen, vous avez l'association Hydrogen Europe, où là également les acteurs sont réunis. Et au niveau français, c'est France Hydrogène. France Hydrogène, on connaît également une belle dynamique. On était 120 en 2019, on est 450 actuellement. Donc, vous voyez la progression en 5 ans. Et avec des grands groupes à la fois de l'énergie et de la mobilité. On est quand même bien placé, non? On est bien placé. On est bien placé. L'enjeu, alors je ne sais pas si vous aurez des questions là-dessus, mais l'enjeu, c'est de le rester. On était plutôt dans le peloton de tête. Il faut y rester. Alors, donc des grands groupes, des PME, des PMI, des startups, et puis également tous les centres de recherche de France et de Navarre qui travaillent sur l'hydrogène. Et également les régions. Les régions sont très actives, et notamment ici la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour l'hydrogène, on emploie souvent l'expression révolution verte. Est-ce que le mot n'est pas trop fort? Révolution verte pour l'hydrogène. Alors, d'abord, il faudra définir ce que c'est que vert. Ça commence comme ça. En fait, il n'est de valable que de l'hydrogène propre. Je préfère utiliser le mot propre, c'est-à-dire un hydrogène qui serait produit à moins de 3,38 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène. Et là, dans ce cas-là, vous embarquez non seulement l'hydrogène qui est fait avec de l'électricité renouvelable, mais également avec de l'électricité nucléaire. Et croyez-moi, à Bruxelles, c'est pas simple de faire admettre qu'on peut aussi faire de l'hydrogène propre avec de l'électricité nucléaire. Mais également la combinaison du vaporéformage qui permet de faire l'hydrogène actuellement, combiné avec un captage et séquestration du CO2. Et puis on peut également embarquer l'hydrogène naturel, je pense qu'on pourra le qualifier également de vert. Donc révolution verte, oui. Il faut être clair aussi sur la place qu'on veut accorder à l'hydrogène. C'est-à-dire que certains des détracteurs nous disent vous voulez en mettre partout. Non, en fait, il y a véritablement une complémentarité avec l'électricité. La plupart des modèles de prospective vous disent dans la consommation d'électricité actuellement, c'est 20 à 25% de la consommation finale. À 2050, ça va monter à 50 à 60%. Ça veut dire que vous avez entre 50 et 60% à couvrir avec d'autres énergies. D'autres énergies, c'est la chaleur renouvelable. Et il y a encore beaucoup de chaleur qui est perdue dans les entreprises. Donc, on y travaille. Enfin, les gens y travaillent. Et puis, les gaz renouvelables, le biométhane. Et il y a également de la mobilité lourde avec du biométhane. Et l'hydrogène. Et l'hydrogène devrait occuper une place qui, selon les modèles, est donnée entre 10 et 20%. Et donc, complémentarité avec la batterie, puisqu'il s'agit de mobilité en général et de mobilité lourde en particulier. L'hydrogène, c'est, je dirais, le meilleur des deux mondes. C'est à la fois propre, aucun rejet si ce n'est de l'eau, et également une large autonomie et un temps de recharge rapide.
On a inauguré il y a 15 jours la station de Villabé avec la société Illico, station de recharge pour poids lourds. Vous mettez 40 kg d'hydrogène en 15 minutes. Et on peut encore faire mieux. Déjà, il y a déjà un bon débit, mais on peut encore faire beaucoup mieux. Un mot sur le plan de la mobilité routière que France Hydrogène donc prépare. C'est-à-dire le succès de l'hydrogène sera lié bien sûr au prix, où on en parlait tout à l'heure. Vous en parlez, je crois, en tout cas, à ces modalités de plan. Alors, on est en train de revoir le plan. On avait un plan, mais qui, compte tenu des circonstances, doit être, compte tenu de l'inflation, compte tenu de l'évolution de la situation générale, doit être revu. Donc, on n'est pas encore prêt à le sortir, mais dès à présent, je peux vous donner les grandes lignes. En fait, il faut industrialiser, il faut passer à l'échelle. C'est ce que fait Philippe avec son usine. Il faut également mettre en place tout le dispositif réglementaire qui va bien, et puis également des incitations financières. Et en particulier une incitation qui pourrait sortir demain, c'est ce qu'on appelle la TIRUERT. Alors je m'explique, un mot barbare inventé par Bercy. TIRUERT pour taxe incitative relative à l'utilisation des énergies renouvelables dans les transports. C'est en fait, les distributeurs de carburant vont être obligés d'avoir dans leur bouquet une partie de carburant propre. Et cette taxe, ils la paieront s'ils n'atteignent pas l'objectif. Et l'objectif actuellement, c'est de l'ordre de 10%. C'est eux qui la paieront directement. C'est eux qui la paieront, oui. Et ça permet, donc ça veut dire que ça va les inciter à développer des carburants propres et dont on espère l'hydrogène. Donc le décret général est sorti en décembre 2023, mais à ce jour, il manque encore des textes qui lui permettent d'avoir une application pratique. C'est particulièrement important puisque ça permettrait d'atteindre des réductions de coûts de l'hydrogène jusqu'à près de 5 € du kilo, enfin 4,7 € du kilo. Et un calcul élémentaire vous montre qu'on peut faire de l'hydrogène de l'ordre de 10-12 € du kilo, moins 5, vous arrivez à 7 € du kilo, qui est un coût acceptable dans le modèle économique. Donc travailler sur cette taxe-là, faire en sorte que ces textes sortent, travailler sur le coût de l'électricité, puisque l'hydrogène, c'est quand même pour les 2/3 ou 3/4 de l'électricité, et donc avoir des tarifs particuliers pour tout ce qui est électro-intensif. Ça, je vous renvoie au rapport Draghi. Hein. S'il n'y a rien n'est fait pour les électro-intensifs, on peut se poser des questions sur la survie de l'industrie en Europe. Et puis, dernier point, une infrastructure de recharge. Avoir une infrastructure de recharge de façon à donner à l'utilisateur un confort qu'il a avec le gasoil ou avec l'essence. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur les infrastructures dans la troisième partie. Philippe Rosier et Philippe Boucly, je vous remercie en tout cas et je vous invite à rejoindre la salle. Merci beaucoup. Et je vous propose de continuer, cette fois-ci pour une partie aussi intéressante, concernant les constructeurs. Je vous propose d'accueillir nos prochains invités qui vont me rejoindre ici. C'est Charles Cambournac, donc Managing Director de Hyundai Hydrogen Mobility, Jean-Yves Carbrat, Directeur Général de MAN France, et Marc Lejeune, Directeur de la Business Intelligence des Nouvelles Énergies de Renault Trucks. Messieurs, bonjour. Nous allons donc aborder l'aspect constructeur. Donc, qui dit constructeur dit aussi véhicule, parce qu'on ne peut pas parler d'hydrogène sans véhicule, concernant bien sûr la mobilité lourde. Je vais commencer par vous, Charles. Bienvenue en tout cas ici aux rencontres de la filière. Alors vous poursuivez, comme vous allez en parler dans un instant, votre développement en Europe. Vous êtes arrivé Hyundai donc, en 2020 en Suisse, puis ensuite l'Allemagne. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces deux pays? Est-ce que c'est les subventions à l'achat? On aura l'occasion d'en reparler après. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Écoutez, on a commencé en Suisse. Il y avait deux axes qui nous ont permis de considérer l'entrée en Suisse. C'était la première, notre actionnaire suisse, qui était un premier moteur, puisqu'il produisait et distribuait l'hydrogène. Et la deuxième, il y avait une subvention OPEX qui permet de rendre le business model, à l'époque, assez intéressant. D'accord.
Donc c'était ces deux pays en premier, c'est ça? Oui, et puis l'Allemagne, logiquement, premier marché européen en termes de poids lourds, donc on se devait d'être présent en Allemagne aussi et d'apporter cette nouvelle technologie. Il y avait à l'époque des subventions, au même titre que ce que fait l'ADEME aujourd'hui en France. On en reparlera peut-être, mais c'est pour l'instant une chose qui est terminée, malheureusement. Alors, la question que tout le monde attend, pour quand la France? C'est en cours, on y travaille. C'est un process qui demande du temps. La partie administrative n'est pas facile, le recrutement non plus. Vous avez déjà une équipe, je crois, c'est ça? Oui, alors on commence. Moi-même, je travaille déjà sur le développement de la France. On a déjà des projets en route. Et puis, c'est un objectif qu'on se donne pour 2025. Voilà. Alors aujourd'hui, les camions donc, Hyundai Hydrogène, donc le Ixiant en particulier, il y en a 3 qui roulent en France et un 4e bientôt, je crois. C'est ça, un 4e qui va arriver à Lyon en fin d'année. Donc il doit être carrossé d'abord, il sera carrossé par IAB à Valence, puis après il sera en opération sur la région lyonnaise. Mais on peut annoncer votre arrivée en 2025? Oui, c'est raisonnable. Voilà, j'attendais la réponse. Les camions Hyundai, pour l'instant, aujourd'hui, les Ixiant arrivent donc déjà produits, fabriqués de Corée du Sud, c'est ça? Est-ce que vous prévoyez de les amener, alors il y a les problèmes de douane, on en reparlera également, est-ce que vous prévoyez de les amener donc, en France, en Europe, on va dire en kit, et les monter ensuite sur une usine ou carrément les produire aussi? Alors aujourd'hui, le groupe Hyundai a déjà 3 usines pour la partie voiture en Europe. C'est une chose qu'on peut envisager, mais ça nécessite quand même un certain volume. C'est un investissement qui est conséquent. Aujourd'hui, le groupe Hyundai a déjà investi 6 milliards dans l'hydrogène. Il est évident qu'aujourd'hui, avec une 150aine de camions sur les routes, c'est ce qui sera à la fin de l'année le cas pour nous, un peu plus de 150 camions, c'est difficilement envisageable. Donc il faut vraiment qu'on passe une barre significative pour 150 camions en Europe qui roule, c'est plus de 12 millions de kilomètres aujourd'hui déjà atteints. C'est quand même difficile pour nous d'envisager, si on n'a pas un volume plus conséquent, annuel, de monter une usine en Europe. Alors on l'a vu récemment, vous êtes associé à Iveco notamment pour équiper... donc c'est l'Ideli, je crois, et les bus donc, de piles à combustible, donc vos piles à combustible. Les partenariats sont importants également pour venir, pour débarquer en France et en Europe? Oui, ça reste important. On va dire, ça reste extrêmement important. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est encore très chère, même si on l'a entendu avec Symbiose, les prix ont tendance à baisser et vont continuer à baisser. Il faut arriver à un certain volume pour pouvoir diminuer nos coûts de production et pouvoir offrir un camion moins cher, c'est évident. Donc oui, on va continuer à travailler. On l'avait annoncé d'ailleurs, notre partenariat renforcé avec Iveco, notre président, le CEO de Hyundai, l'avait annoncé il y a 2-3 mois. Voilà. Il y a d'autres pistes, mais c'est en effet une position qui nous est chère parce qu'on veut à terme pouvoir diminuer nos coûts. Alors on parlait de l'importance des infrastructures également dans le développement de l'hydrogène, dans la mobilité lourde. C'est que vous voulez proposer une fois en France, une fois vraiment, enfin, comme en Suisse et en Allemagne, une offre globale avec le camion, les services et également les infrastructures, vos stations? Oui, le chart que vous voyez derrière moi représente en fait la stratégie qui avait été annoncée par notre CEO et le CEO de Hyundai Motor Corporation lors de CES Las Vegas. Hyundai veut être un acteur majeur de l'écosystème hydrogène, pas qu'en apportant une solution de mobilité, mais aussi en étant dans la production et la distribution à terme. Donc ce sont les points de développement qu'on va faire et être un créateur de l'écosystème hydrogène dans le monde. Et je crois que vous serez présent à Solutrans l'année prochaine? C'est quelque chose qu'on envisage en effet. On développe notre gamme, notamment sur la partie de gestion des déchets. On pense que c'est un vecteur important de développement pour nos produits. Et Solutrans serait une belle plateforme en effet pour pouvoir montrer nos premières réalisations. Mais comment voulez-vous vous situer par rapport aux 6 constructeurs historiques poids lourds en Europe, je parle bien de l'Europe, comme concurrents ou justement à travers des partenariats, avoir des complémentarités avec ces constructeurs? Aujourd'hui, mon point de vue, il est le suivant. Je pense que la filière n'est pas assez grande pour qu'on se dispute le marché. Voilà. Il faut qu'on se tienne, on se serre les coudes. Il faut qu'on arrive à établir l'hydrogène comme une solution pour la décarbonation du transport. Et donc, on revient à l'histoire des partenariats, bien entendu. C'est absolument primordial. Une fois qu'on aura établi le marché, que la solution, la technologie aura été adaptée par le client, parce qu'il y a quand même aussi un besoin d'acceptation de la part des clients, on pourra à ce moment-là envisager pour se battre pour les parts de marché. Jean-Yves Pierbat, alors MAN a choisi d'utiliser un moteur à combustion à hydrogène, donc le H45, c'est ça pour être précis, et non une pile à combustible. Pour commencer, pourquoi ce choix? Bonjour d'abord. Bonjour. Et peut-être merci de nous donner l'occasion de parler de l'expérimentation qu'on a démarrée.
de mettre entre 200 et 250 véhicules hydrogène sur les routes européennes, et notamment en Europe du Nord, là où on pense que le modèle aura le plus de sens de se développer. Alors oui, on a choisi effectivement une solution de véhicules moteur à combustion avec hydrogène, qui a le mérite d'être simple, probablement un peu moins coûteuse également pour les transporteurs, et qui permet de transporter sur des longues distances des charges importantes. On parle d'un PTRA de plus de 50 tonnes, une autonomie de plus de 600 km, avec des temps de recharge rapides, 10 minutes à 700 bars, ce qui me propose une solution pour des cas assez extrêmes dans le transport décarboné. Est-ce que le contexte réglementaire, donc les fameux objectifs CO2, ça pesait sur ce choix justement du moteur à combustion à hydrogène pour atteindre les objectifs CO2? Oui, alors bien sûr. Avec le calendrier qu'on connaît. Oui, alors comme vous le savez tous, d'ici 2030, on doit réduire de l'ordre de 45 ou 43% les émissions de CO2 à l'échappement. Donc c'est des objectifs qui sont très, très importants, et tous les constructeurs, pas que MAN aujourd'hui, travaillent sur des solutions qui leur permettent de réduire l'empreinte carbone. Il s'avère qu'il n'y a pas de solution ultime, il n'y a pas de solution unique, et autant que l'on est, je pense qu'on préconise ou on explique l'intérêt du mix énergétique. En solution de transition, les véhicules de type biocarburant ont du sens, qu'il s'agisse du HVO, du B100 ou du biogaz. Là où on a un vrai enjeu, c'est dans l'électromobilité, puisque là on parle de véhicules qui réellement ne produisent pas de CO2 et vont avoir très vite une économie qui est intéressante pour les transporteurs. On peut parler de... Oui, pardon. Non, et puis il y a des cas d'usage où effectivement des véhicules à batterie ne seront pas exploitables, et par conséquent, il faut envisager des véhicules de type hydrogène. On peut parler de complémentarité entre l'électrique et l'hydrogène? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais que quand on est vraiment dans des solutions ultimes, charge très lourde, très longue distance, lorsque par exemple on veut aller jusqu'à Uppsala avec des véhicules en Scandinavie, avec des véhicules très chargés, bon, évidemment qu'on ne va pas imaginer avoir une infrastructure de rechargement tous les 100 km pour recharger les véhicules. Donc il y a des cas extrêmes où ça a du sens. Mais par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'économie, il faut penser à nos transporteurs. Et nos transporteurs, leur besoin, c'est d'avoir des solutions économiquement acceptables pour leurs propres chargeurs. Et aujourd'hui, tout ce qui sera adressable avec des batteries sera d'abord fait avec des batteries. Et seulement ce qui ne sera pas adressable avec des véhicules à batterie sera utilisé avec de l'hydrogène. Alors revenons sur le tarif, le prix de l'hydrogène, qui est quand même important. Est-ce que le kilo d'hydrogène coûte cher aujourd'hui? Est-ce qu'un bon TCO sera accessible un jour pour l'hydrogène? Alors moi j'étais un peu étonné. C'est à toi que je pose la question. Non, mais j'ai été un peu étonné parce qu'on m'a dit qu'il y avait une station hydrogène pas loin d'ici, là, qui vendait son hydrogène à 18 € du kilo. Si vous vous dites qu'un véhicule aujourd'hui est à 8 ou 9 € du kilo au 100 km, ça veut dire que globalement, le coût de l'énergie pour un transporteur, c'est 150, 160 €. Ça baissera. Peut-être que demain, on sera, mettons, 10 € du kilo, 8 kilos les 100 km. On sera peut-être allé 70, 80 € les 100 km. Mais ce sera toujours 1,5 fois plus cher que le diesel, mais surtout 4 fois plus cher que ce qu'on fait avec de l'électricité, où on est entre 10 et 20 € des 100 km. Donc il y a clairement une complémentarité là où ce n'est pas possible, mais économiquement, les véhicules à batterie auront davantage une place importante dans le transport. Alors on sait qu'il n'y aura pas d'hydrogène sans infrastructure, on en parlait. L'inverse est valable aussi. Traton, auquel MAN appartient, donc c'est associé, on le sait, à Volvo et Daimler Truck, donc pour créer une co-entreprise pour développer justement un réseau de stations de recharge poids lourds. Ouais. Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire que... Non, au contraire, un peu comme électrique au départ. Cette jeune voiture qui s'appelle Milance a pour vocation d'équiper l'ensemble des principaux pays d'Europe de stations de recharge rapide pour que justement ces véhicules à batterie dont je parlais tout à l'heure puissent se recharger rapidement
Donc oui, effectivement, il faut organiser l'infrastructure de rechargement pour que les véhicules à batterie puissent fonctionner. Marc Lejeune, alors, on ne s'attendait pas à voir Renault Trucks à la table hydrogène. Cela veut dire que vous vous lancez dans, je suis direct, hein, dans l'hydrogène ? Alors, oui, on réfléchit à la possibilité de mettre sur le marché des camions hydrogène au début de la prochaine décennie, peut-être à pile, peut-être à moteur. Mais je pense que le réchauffement climatique, c'est un sujet qui est extrêmement grave et qui fait qu'on ne doit négliger aucune piste. C'est pour ça qu'on regarde l'hydrogène. Le fait que ce soit un sujet aussi extrêmement grave, ça veut dire qu'il faut rester rationnel. Il ne faut pas, quand on parle d'hydrogène, aller dans l'émotionnel ou dans le dogmatisme. La première chose rationnelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hydrogène vert en quantité significative disponible en Europe. Donc les camions qui roulent à l'hydrogène, la plupart, c'est d'hydrogène gris. Ils émettent plus de CO2 qu'un diesel. Quand on regarde les plans qu'édite Hydrogène Europe, des électrolyseurs qui sont en préparation en Europe pour les années à venir jusqu'en 2030, on voit que la production d'hydrogène vert en Europe, elle va démarrer doucement, ça va augmenter. Et en 2030, si on prend les projets en construction ou en préparation à l'heure actuelle, on n'est même pas à un quart de la consommation actuelle d'hydrogène gris. Donc la question qu'on se pose, nous, c'est cet hydrogène vert qui va arriver tout doucement. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut aller remplacer l'hydrogène gris de l'industrie, donc pour faire des engrais, pour faire de la chimie, pour faire de la pétrochimie? Est-ce qu'il faut aller commencer à décarboner l'acier en remplaçant le charbon par l'hydrogène? Est-ce qu'il faut le transformer en e-carburant pour l'aviation et le maritime qui n'ont pas la chance, comme nous, de faire d'électrique à batterie? Ou est-ce qu'il faut créer de nouveaux usages de l'hydrogène dans la mobilité terrestre ou dans le bâtiment? Alors bien sûr, la réponse, c'est pas Renault Trucks qui l'a, ça nous dépasse complètement, c'est aux politiques de décider. Mais nous, notre sentiment, c'est qu'il n'y aura pas d'hydrogène vert disponible en quantité significative pour la mobilité terrestre avant le début de la prochaine décennie. Et donc, on se met en ordre de marche pour avoir des produits, potentiellement, à ce moment-là, sur le marché. Donc aujourd'hui, en 2024, c'est le temps d'expérimentation. Donc l'expérimentation, j'y viens Hervé, on a développé à Lyon depuis 2020 un moteur hydrogène 1000 litres avec l'IFPEN et d'autres partenaires qui tournent en ce moment sur 2 de nos camions en prototype. Nos collègues suédois, ils sont en train de développer un moteur 13 litres avec la technologie alors qui s'appelait Vestport. On est JV avec eux, ça s'appelle Cespira maintenant, c'est le nouveau nom. Donc c'est une technologie HPDI dual fuel qui injectera une petite pichenette de HVO et derrière de l'hydrogène. Et donc ça, on l'expérimentera avec quelques clients de Volvo Trucks en 2026 sur route. Et puis bien sûr, on a notre JV avec Daimler, qui s'appelle Cellcentric, qui est en train de développer une pile à combustible de 350 kW, qui sera en série vers 2030 pour le camion. Et pour l'instant, pas de lancement de production en mini-série de camions hydrogène Renault Trucks? Pas de lancement. On ne veut pas que nos camions tournent avec de l'hydrogène gris, ça n'a aucun sens. Donc on va attendre qu'il y ait d'hydrogène vert de disponible. Après, la question, c'est, à cette échéance-là, en 2030, quand les camions hydrogène commenceront à arriver sur le marché, ils vont se retrouver face à un marché où l'électrique à batterie sera déjà bien implanté dans le paysage. Il y aura des camions urbains électriques à batterie, des camions de construction électriques à batterie, des camions long routiers électriques à batterie. La FIR prévoit qu'à cette époque-là, il y aura tous les 60 km une station de méga-chargeurs sur autoroute. Donc la question qu'on se pose, nous, c'est quelle sera la place de l'hydrogène dans cet environnement, compte tenu aussi de l'aspect économique dont la personne de Man a très bien parlé. On a du mal aussi à voir l'aspect économique. Donc nous, notre stratégie sur l'hydrogène à cette époque-là, c'est de le réserver exactement comme ce qui vient d'être expliqué, aux usages qu'on ne saura pas électrifier en électrique à batterie. On pense aussi qu'il y aura peut-être quelques usages liés aux industries qui utilisent de l'hydrogène vert, donc les aciéries, les engrais. Peut-être que eux, pour leur transport aval et amont, ils voudront utiliser de l'hydrogène, mais ce sera vraiment des micro-marchés. Voilà. Donc pour résumer, l'hydrogène sur le marché peut-être dans le début de la prochaine décennie, mais... Il faut attendre 10 ans alors. Il faut attendre 5 à 10 ans pour que ça commence à valoir. On n'a pas de chance de voir. Ça n'a pas de sens de le faire maintenant avec de l'hydrogène gris, objectivement. La réponse est plutôt non pour l'instant. Ok. Dernière chose également, alors vous appartenez au groupe Volvo, vous en parliez. Une synergie existe réellement ou Volvo développe de son côté et Renault Trucks de son côté? Alors, là, vous parliez d'un moteur Renault Trucks. Là. Oui, mais dans le groupe Volvo, le bureau d'études qui s'appelle GTT, il est commun à toutes les marques. Donc le moteur a été développé à Lyon, mais aussi bien pour Renault que pour Volvo, et on l'a monté sur un Renault parce que c'est à Lyon, c'est plus simple. Et de la même façon, le moteur 13 litres dont j'ai parlé, il est développé pour l'ensemble du groupe, potentiellement pour la prochaine décennie.
Alors, chez Renault Trucks, pour l'hydrogène, vous parlez également, comme également d'autres constructeurs énergéticiens, d'une synergie avec l'industrie. De coupler, c'est ça, le transport de l'hydrogène avec, par exemple, une usine d'acierie. Voilà, c'est ce qu'on se dit en fait. Alors aujourd'hui, ça se fait pas. Aujourd'hui, typiquement. Vous pouvez expliquer un petit peu Aujourd'hui, ceux qui font des engrais, par exemple, ils ont de l'hydrogène gris. Ils ne font pas leur transport en hydrogène. Alors vous allez me dire que c'est parce qu'on n'a pas le produit sur le marché. Donc s'il y a un produit hydrogène sur le marché demain, peut-être que ces industries, plutôt que d'investir dans une infrastructure de recharge pour de l'électrique à batterie, ils préféreront rester dans leur énergie hydrogène et avoir des camions en transport amont et aval en hydrogène. Mais ça représente un petit marché. D'accord, donc il faut attendre un peu pour nos trucks, alors, si j'ai bien compris. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je vous propose donc de rejoindre la salle et on va passer notamment aux infrastructures dans quelques instants. Merci. Merci. Et pour terminer dans la dernière partie sur l'hydrogène, je vous propose d'accueillir Erwin Penfornis, qui est vice-président de la branche mondiale hydrogène énergie à Air Liquide, Guirec Dufour, directeur général de CARE, et Florentin Delopino, président de TIL Mobility. Messieurs, bonjour. On va commencer donc par vous, Erwin. Alors, vous l'avez démontré lors des JO, Air Liquide était partenaire des JO, a fourni l'hydrogène d'origine renouvelable, notamment pour alimenter certains sites. Et vous pensez qu'il existe, on en parlait il y a un instant, des synergies donc, entre le secteur industriel et la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces synergies, justement? Oui, bonjour à tous. Et bien sûr, donc je vais revenir sur des commentaires qui ont été faits juste avant par Marc Lejeune. C'est bien, vous intervenez après. Exactement. Ces synergies, elles ne sont pas seulement importantes, elles sont vitales pour le futur de l'hydrogène dans la mobilité. Et pour quelle raison? C'est que si on veut être un peu sérieux sur le développement de l'hydrogène comme solution pour les poids lourds, mais pour les véhicules utilitaires aussi, il faut viser à l'horizon 2030 de l'ordre de 30 000 poids lourds hydrogène sur les routes. 30 000 poids lourds, c'est 0,5 million de tonnes d'hydrogène par an. Alors c'est à la fois beaucoup parce que ça va représenter des investissements significatifs, mais c'est aussi très peu quand on regarde justement la base installée de production d'hydrogène pour les industries qui étaient mentionnées précédemment. On voit ici sur la carte quelques grands bassins qu'il y a notamment dans le nord de l'Europe, où on a à la fois toutes ces installations existantes et les grands projets de décarbonation actuels. Et vous voyez là certains des projets que le groupe Air Liquide on est actuellement en train de construire, donc avec des tailles significatives, des projets à 1,5 milliard d'euros pour apporter les capacités nécessaires. Donc il faut vraiment être capable de s'appuyer dessus, parce que d'ailleurs, si vous voyez, on va avoir entre ces bassins industriels des corridors qui voient des flux de poids lourds extrêmement importants. Donc ça va être des endroits privilégiés pour lancer les flottes de camions. Et ça va être la seule manière de massifier la production et réduire les coûts progressivement. Alors le développement de la supply chain est important également. Ça permettra de réduire les coûts au final? Alors, absolument. Alors, avant de parler de réduction, on va parler d'objectifs, parce qu'il y a eu plusieurs chiffres qui ont été mentionnés. Nous, l'objectif qu'on vise, et puis avec les partenaires, on verra ensuite TIL Mobility, c'est d'être capable de fournir le plus rapidement possible 8 € du kilo à la pompe, c'est-à-dire un niveau qui va permettre d'atteindre des TCO qui sont dans l'ordre de grandeur de ce qu'on a avec le diesel progressivement taxé ou l'électrique. Avec quand même une vertu derrière qui est la capacité de ces réseaux à passer à l'échelle très rapidement, alors que sur l'électrique, l'histoire est effectivement magnifique sur le papier, mais on sait qu'on va avoir des paliers qui vont être un peu compliqués. Et donc, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit avec une position qui va être assez orthogonale. C'est que pour y arriver, ça implique une stratégie qui soit à la fois très pragmatique et très coordonnée. Pragmatique parce que oui, il faut utiliser l'hydrogène qui est existant. Parce que les émissions d'ici 2030, elles sont absolument négligeables par rapport à l'opportunité de donner des solutions aux transporteurs de poids lourds, aux constructeurs pour être capable de décarboner en 2030.
Donc nous, le message, c'est de dire commençons avec l'hydrogène qui est là et venons incorporer au fur et à mesure de l'hydrogène bas carbone, de l'hydrogène renouvelable. Et là, on va être capable d'avoir les capacités qui sont nécessaires en 2030 et ce prix. Alors l'hydrogène, on sait, reste une nouvelle énergie. Il existe de vrais enjeux réglementaires et politiques. Quels sont, selon vous, les politiques et les outils justement les plus efficaces pour faire émerger l'hydrogène dans les transports, dans la mobilité lourde? Alors, c'est tout ce qui va permettre d'activer vraiment l'ensemble de la filière simultanément. Et aujourd'hui, donc quand je dis l'ensemble de la filière, on a toujours 3 grands maillons. On a l'énergie elle-même, la supply chain hydrogène, les réseaux de stations dont on va parler après, et les véhicules, la mise sur le marché des véhicules. Et à chaque fois qu'on oublie un des 3, ça coince et on voit les projets qui n'émergent pas. Donc il y a eu, fort heureusement, depuis 2020, beaucoup de mécanismes mis sur la place par la Commission européenne, la France, mais il manque quelques éléments. Sur la production, il faut être capable de flexibiliser davantage l'origine de l'hydrogène, parce qu'à chaque fois qu'on a des approches comme ça, malheureusement, en demandant tout de suite que du vert, bah, ça passe pas. Sur les réseaux de stations, il faut être capable de dérisquer l'investissement. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas tant que ça d'acteurs qui sont prêts à se lancer dans des plans d'investissement de réseau le long des corridors, parce qu'il y a des risques. Et sur les véhicules, je pense que tous les constructeurs rêvent d'avoir des mécanismes de soutien à l'achat qui soient beaucoup plus forts. Et le thermique, merci beaucoup Aman d'être là, il faut que le thermique soit en fait complètement accepté. On voit aujourd'hui des freins en Allemagne sur certains mécanismes de soutien. Le thermique hydrogène est une solution zéro émission. Alors non seulement une politique de soutien, vous en parliez, mais aussi des partenariats, on en parle déjà depuis le début, avec des constructeurs, Hyundai, Toyota ou Iveco, ou avec Total également, on en parlera avec la co-entreprise Team Mobility, dans quelques instants avec Florentin. Les partenariats, alors je répète la question de tout à l'heure, sont importants également pour développer l'hydrogène? Ils sont essentiels pour nous, parce que de nouveau, on est tous dans le même bateau. Tant qu'on n'a pas à la fois l'énergie, la station et le véhicule, on n'est pas capable d'aller parler à des clients. Donc nous, on passe nos journées à travailler avec des retailers. Vous voyez plusieurs grands projets, H2 Mobility, TIL, iSetco. Ça fait plus de 10 ans qu'on est impliqué dans la création de ce type de société ou de consortium pour investir des stations sur différents cas d'usage. Et puis les constructeurs, bah j'ai envie de dire, on les drague au quotidien, on essaye de les convaincre qu'on a une solution hydrogène qui est prête et on a besoin d'aller voir les clients ensemble. Et c'est ce qu'on est capable de faire avec des projets tels que ce que MAN est en train de mettre sur la route l'année prochaine. Guirec Dufour, donc vous êtes directeur général de CARE. Alors CARE est un énergéticien français, vous produisant de l'électricité renouvelable entre autres ainsi que l'hydrogène. Vous êtes présent, je crois, dans à peu près 20 pays à travers le monde, vous allez en parler, et vous produisez donc pour notamment la mobilité lourde. Est-ce qu'il s'agit d'hydrogène renouvelable? Pour commencer. Alors, oui, bonjour déjà. Oui, aujourd'hui c'est l'énergie renouvelable, enfin c'est de l'hydrogène renouvelable parce que c'est ce qu'on nous demande, hein, c'est ce qu'on nous demande dans les réglementations que monsieur a évoquées. Aujourd'hui, pour bénéficier d'une TOET, il faut un hydrogène qui est renouvelable. La TOET, on en a parlé tout à l'heure, c'est 5 €, un peu moins que ça, du kilo. C'est ce qui permettra de rendre le produit acceptable, un prix acceptable pour les clients. Donc oui, c'est un impératif. Aujourd'hui, nous prévoyons de faire du renouvelable. Nous, on est producteur d'électricité renouvelable, donc ça a aussi une logique. Mais on attend encore des choses sur l'hydrogène bas carbone, parce que même si on est producteur d'énergie renouvelable, pour lancer la filière, on a besoin de pouvoir utiliser plusieurs leviers, et pas que le renouvelable. Et cette fermeture, on va dire, sur le vert uniquement, aujourd'hui, c'est peut-être trop tôt. Trop tôt ? Alors vous produisez de l'hydrogène, on en parlait, vous en distribuez également. Parlez-nous du projet de corridor, donc hydrogène, ciblé pour poids lourds, et c'est en Occitanie, je crois. Ça s'appelle IDOC. Oui, c'est un écosystème hydrogène qu'on développe en fait avec la région Occitanie qui nous aide, l'ADEME et l'Europe également, qui comprend de la production, donc l'usine d'IDOC qui est en construction actuellement et qui sera mise en service l'an prochain, qui produira 3000 tonnes par an. Qui comprend de la logistique, donc aussi des conteneurs de transport, et enfin 6 stations qui seront là pour servir les autoroutes A9 et A61, stations poids lourds 350 bars et véhicules légers 700 bars, qui seront mises en service au fur et à mesure sur les années 2025-2026.
Et quelle est votre position entre l'électrique et l'hydrogène? C'est l'électrique plus pour, on va dire, les véhicules particuliers et l'hydrogène plus pour les poids lourds, pour la mobilité lourde? Ouais, est-ce que c'est moins simple que ça? Étant producteur d'électricité, ça va vous faire bizarre que je vous dise ça, mais on pense que l'électricité pour le poids lourd, c'est moins adapté. Nous, notre vision, c'est parce qu'on voit peut-être pas que la station, mais pas que le camion, c'est peut-être ça aussi. Notre vision, c'est que l'électrique, ça marche bien quand même pour le VL, c'est vrai. Les temps de recharge sont acceptables et ce qu'il faut dépenser pour les infrastructures de recharge est raisonnable. Sur le poids lourd, notre vision, c'est que les temps de recharge sont plus longs et qu'on va savoir les réduire, mais le coût de l'infrastructure électrique pour réduire ce temps de recharge va être très élevé. Et donc, on pense que l'hydrogène est plus adapté pour le transport lourd que l'électrique. Qu'est-ce que vous manquez? Cette visibilité, je crois, également, aussi bien du point de vue de la fiscalité, on parlait tout à l'heure de la taxe Tyrwert, et que sur les contrôles de la nature même de l'hydrogène. C'est-à-dire que Bruxelles doit faire plus? C'est ce que M. Bouclier disait tout à l'heure. On a des principes qui sont définis, ils sont là, mais on attend encore des actes délégués qui doivent définir comment est-ce qu'on caractérise un hydrogène vert, puisque c'est ce qu'on nous demande, encore une fois, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, ou bas carbone. On espère que ce bas carbone va pouvoir venir. Pas parti pour l'instant, en tout cas pas à court terme. Donc ces actes délégués vont nous dire exactement comment on compte. Et malheureusement, même si les principes ont l'air d'être plutôt positifs, le diable se trouvant souvent dans le détail, on attend d'avoir toutes les informations. En tout cas, on a besoin d'avoir l'intégralité de ces informations. Et notamment les subventions qui existent, mais qui ne sont pas sur du long terme. Pour l'hydrogène. Les subventions, il y en a eu, il y en a encore, mais on a eu la subvention sur la production qui s'adresse à la mobilité. C'est plus le cas, ça n'existe plus. Le flux de subventions, on va dire, a été réorienté vers l'industrie. Nous, on travaille sur l'industrie et la mobilité, ça va ensemble, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la mobilité est une partie aussi, donc cet oubli de la mobilité dans la production d'hydrogène est un peu dommage. Sur la distribution, il y a encore des subventions. Je pense qu'on a une visibilité avec des guichets de subventions qui va jusqu'à fin 2025. Au-delà, suspense. Dernière chose, vous êtes conscient que, bon, on est ici à Lyon, donc en France, on parlait de filières, notamment en France et en Europe, que vous produisez donc de l'hydrogène, donc vous êtes une entreprise française de Montpellier, c'est ça? Même si vous travaillez sur 20 pays, il y a également d'autres producteurs d'hydrogène qui se mettent en place en France. Vous sentez que vous êtes important, et parce qu'on parlait de l'énergie renouvelable, justement, par rapport à la mobilité lourde? Parce qu'on voit, il manque des camions, les camions arrivent, les infrastructures, on va en parler avec T-Mobility dans un instant. Le départ, c'est quand même l'énergie, l'hydrogène. C'est l'œuf et la poule. Moi je comprends un transporteur qui n'a pas envie de passer à l'hydrogène parce qu'il n'y a pas de station et qu'il n'y a pas d'approvisionnement d'hydrogène. Donc ça je le comprends tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé de prendre le taureau par les cornes et on s'est occupé de la poule. Voilà, je vais le dire comme ça. Et maintenant on va dire aux transporteurs, écoutez, on a une production, on a des stations, rejoignez-nous. Florentin de Lopino, donc vous êtes CEO de T-Mobility. Alors justement, Air Liquide et Total, on en parlait, donc on crée début 2024, donc c'est tout récent. T-Mobility, c'est une co-entreprise entre les deux sociétés, deux groupes. Expliquez-nous, son objectif, c'est de mettre en place tout un réseau justement un corridor ou des corridors dans 5 pays, c'est ça? C'est exactement ça, Hervé. Merci de l'invitation. Et avant de répondre à votre question, je voudrais commencer par une anecdote, simplement, pour faire écho à plusieurs choses qui ont été dites précédemment. Vous avez une voiture hydrogène et vous n'avez pas trouvé de station. Non, je pense que l'anecdote, c'est qu'il ne faut pas opposer les énergies. Il ne faut pas opposer l'électrique et l'hydrogène. Et la semaine dernière, nous inaugurions une nouvelle station à Deventer,
sur un corridor majeur qui nous mène à l'Allemagne avec Christian Nissing, notre directeur commercial qui est dans la salle. Voilà. Et cette station-là n'aurait pas pu être construite compte tenu de la congestion électrique et de la difficulté à étendre le réseau électrique en Hollande aujourd'hui. Et donc on a construit une station hydrogène de 1 tonne jour pour des camions avec une connexion électrique qui ne permet pas le fonctionnement à plein de cette station hydrogène. Et donc on l'a fait en rajoutant des batteries sur cette station. Et on aura une connexion électrique à disposition en 2028 ou en 2029. Voilà. Donc le mégawatt charging pour le BEV, c'est des perspectives intéressantes, mais l'hydrogène est une solution qui permet aujourd'hui, compte tenu de ce sujet, de la lenteur de l'électrification et de l'extension des réseaux, de permettre de décarboner une partie du transport terrestre. Alors la mission de T-Mobility. Alors la mission de T-Mobility, vous l'avez expliqué bien mieux que moi, c'est de créer un réseau de stations en Europe pour la mobilité sur les grands corridors. Donc vous voyez ici sur notre carte en fait nos positions actuelles avec des stations en bleu. Hein, le bleu c'est la couleur T-Mobility. Donc c'est des stations qui ont été transférées par Total Energy et par Air Liquide à T-Mobility, cette JV 50-50. Et en jaune, vous avez tous nos points, tous nos projets en cours de développement. Donc, en général, avec des subventions déjà obtenues et du foncier sécurisé, mais ça vous donne une idée en fait du positionnement qu'on souhaite avoir sur les grands corridors routiers européens. Calendrier? Alors, calendrier, on veut être à 100 stations d'ici 10 ans, donc d'ici 2033. C'est notre objectif. Et on aura une vingtaine de stations en opération début janvier, là, juste après Noël. Alors bon, Air Liquide et Total, de grands groupes, on les connaît. C'est quoi? C'est conjuguer les savoir-faire, les compétences? C'est exactement ça. Donc on est à la fois une start-up, mais également un spin-off d'Air Liquide et Total Energy, puisqu'on transfère des actifs, on transfère des personnes, des experts de la mobilité, de l'hydrogène, des ingénieurs de construction de stations hydrogène, des opérateurs de stations, des business développeurs, qui ont été apportés par les deux actionnaires. Mais l'idée, c'est d'avoir une entreprise autonome pour pouvoir avoir des circuits de décision et permettre un développement de cette entreprise en réponse aux besoins des transporteurs. Alors, est revenu souvent également toute la notion de chaîne de valeur. Ça veut dire qu'avec un calendrier plus précis, notamment savoir quand vont arriver les premiers camions hydrogène, une baisse du coût de l'hydrogène, ces deux notions, c'est ça? Alors oui, le graphe qu'on présente ici a le mérite d'illustrer ce que vous dites. C'est-à-dire que bon, on travaille avec les calendriers, si on peut revenir simplement en arrière, avec les calendriers et les annonces publiques des transporteurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que en intégrant ce qu'a dit Marc tout à l'heure, tous les constructeurs de poids lourds aujourd'hui regardent l'hydrogène. Tous n'ont pas une capacité industrielle n'ont pas forcément de pré-série, mais certains, et on se réjouit de l'annonce de MAN avec ses 200 à 250 camions pour l'Europe du Nord dès l'année prochaine, mais tous développent soit de la pile, enfin des modèles à pile, soit en combustion directe d'hydrogène. Certains font les deux, typiquement Volvo. Certains vont jusqu'à anticiper un passage éventuel à l'hydrogène liquide, c'est le cas de Daimler. Mais en tout cas, ici, ils s'intéressent. Donc, lorsqu'on construit une station aujourd'hui, on est capable de travailler avec certaines de ces pré-séries pour avoir non seulement une station, mais des usages sécurisés auprès de transporteurs et des camions mis à leur disposition au travers de partenariats avec les EIM. C'est vraiment l'écosystème qu'on souhaite constituer, et ça suppose de travailler main dans la main avec les constructeurs. Et la chaîne de valeur, je crois qu'il y a une petite... Alors la chaîne de valeur, c'est l'autre sujet important. Évidemment, on s'inscrit dans les propos évoqués par Air Liquide d'Erwin. Notre objectif, c'est d'être à moins de 2 chiffres aux alentours de 2030, d'atteindre les 8 € le kilo. Mais pour ça, on a besoin d'actionner tous les leviers. Évidemment, la massification de la production d'hydrogène, bas carbone et renouvelable.
Aujourd'hui, 75% de nos approvisionnements sur les stations de Thiel Mobility sont déjà bas carbone. Hein, je répète le chiffre parce qu'on entendait tout à l'heure que l'hydrogène gris, en fait, en France comme au Benelux, il n'y a pas de contrainte de disponibilité d'hydrogène bas carbone. Ça existe pour la mobilité et c'est 75% de nos appros aujourd'hui. Le principal sujet, c'est l'Allemagne aujourd'hui. Il y a un gros effort de décarbonation de l'hydrogène pour la mobilité en Allemagne à faire. Mais ce n'est pas le cas à nouveau en France et au Benelux. Donc il y a la massification de l'hydrogène d'origine renouvelable qui va permettre d'abaisser son coût. Vous voyez comme moi les annonces de l'Hydrogen Bank et du coup en sortie d'électrolyseurs qui sont prévus, qui peuvent être voilà, légèrement supérieurs à 5 € le kilo. Ensuite on a le transport, l'acheminement, donc ça peut être par pipe, ça peut être par camion. Donc ça a un coût évidemment. Et du plus temps, vous êtes éloigné. Du temps et de l'argent. Voilà. Et ensuite on a un réseau à constituer. Et c'est notre rôle. Donc on y travaille tous les jours, prendre des décisions d'investissement aux bons endroits pour abaisser le coût, ce TCO, en réduisant au maximum nos OPEX et nos CAPEX opératoires. Et le dernier sujet, ça a été évoqué également tout à l'heure par Philippe, c'est avec le mécanisme de la Tier Earth, ces équivalents HBE aux Pays-Bas, bientôt j'espère en Belgique et Quoten en Allemagne. On a des mécanismes de transfert et de certificats d'origine renouvelable qui viennent alourdir la charge pour le véhicule thermique qui émet du CO2 au bénéfice de la décarbonation et des véhicules zéro émission, élec ou hydrogène. Et ça peut aller jusqu'à 8 € le kilo en fait. C'est-à-dire la Tier Earth, si vous poussez le raisonnement, ou le Quoten en Allemagne, qui peut aller jusqu'à 600 $ la tonne de CO2, vous pouvez avoir un certificat qui vient réduire votre prix à la pompe juste de 8 € le kilo. Donc ça, c'est un mécanisme qui, à terme, doit permettre d'arriver à des tarifs les plus abordables possibles. En tout cas, c'est notre souhait et notre objectif. Mais est-ce que vous n'avez pas, justement, par un manque de visibilité, parce qu'on le voit, donc construire une station hydrogène est quand même assez difficile en temps et en coût, vous le disiez, ce manque de visibilité, donc de véhicules qui arrivent doucement mais sûrement, d'énergie également et d'aide, enfin, tout est lié en fait. Si, c'est aussi, alors on est un peu petit pousset, on plante des graines, comme le poème de Rimbaud, mais on a la chance d'avoir deux actionnaires qui nous font confiance et qui nous financent pour faire cet amorçage-là. Ça ne veut pas dire que voilà, aller à la bonne vitesse, ce n'est pas un sujet pour nous, il faut aller ni trop vite ni trop lentement, mais avec le soutien de ces actionnaires, on peut amorcer. Et quand je présente Thiel Mobility en général, j'ai souvent un bon accueil, même de nos concurrents, parce qu'ils voient là, quelque part, une ambition qui est au bénéfice de toute la filière. En tout cas, merci messieurs. En tout cas, je vous propose de rejoindre la salle et on aura l'occasion de revenir sur l'hydrogène à Solutrans, puisqu'on aura donc en premier jour du salon donc une grande conférence sur l'hydrogène, avec vous autres, également d'autres experts européens. Voilà, ainsi se referme cette première table ronde sur l'hydrogène et je vous propose de passer à la seconde avec un titre évocateur, provocateur, je ne sais pas, Monsieur le Président, Cholton. Moteur thermique, la solution à la transition énergétique.